La pluie battait contre les hautes fenêtres de la demeure, créant une mélodie monocorde qui résonnait dans les couloirs vides. Au milieu de cette nuit d'automne, Étienne Dufresne se réveilla en sursaut, la gorge sèche, les mains tremblantes. Une douleur familière lui étreignait la poitrine, celle qui ne l'avait pas quitté depuis 3 ans, depuis que Camille avait fermé les yeux pour toujours. Il chercha à tâtons le flacon de somnifère sur sa table de chevet, renversant au passage le cadre photo qu'il n'avait jamais eu le courage de retirer. La photographie affichait 3 visages souriants. Le sien, crispé, mais heureux. Celui de Camille, radieux et plein de vie, et celui de leur petite Émilie, à peine âgée d'1 an à l'époque. Aujourd'hui, Émilie avait 4 ans, et son père ne savait toujours pas comment la regarder sans y voir le fantôme de sa mère. L'horloge du couloir sonna 2 heures. Étienne passa une main sur son visage aux traits tirés, sur sa barbe de 3 jours qui avait remplacé l'apparence soignée de l'homme d'affaires qu'il avait été. À 42 ans, propriétaire des vignobles Dufresne, l'une des maisons viticoles les plus prestigieuses de la région bordelaise, il était devenu l'ombre de lui-même, un homme qui ne sortait plus que pour les réunions indispensables, dirigeant son empire depuis l'isolement de sa demeure. Il quitta sa chambre, traversa le long couloir aux murs ornés de portraits de famille dont il évitait les regards. Son pas s'arrêta devant la porte entr'ouverte de la chambre d'Émilie. Un instinct qu'il ne s'expliquait pas le poussa à jeter un coup d'œil, et ce qu'il vit le figea sur place. La petite veilleuse projetait une lueur douce sur le lit à baldaquin où reposait sa fille, les joues anormalement rouges, la respiration laborieuse. Mais ce N n'était pas la condition d'Émilie qui le stupéfiait le plus. Était la présence de cette femme, assise par terre, le dos contre le mur, tenant la petite main d'Émilie dans la sienne. Elle s'était endormie ainsi, dans une position inconfortable, ses longs cheveux bruns cascadant sur son visage. Léa Martin, la nouvelle femme de ménage, engagée 2 semaines auparavant par sa gouvernante, Madame Rousseau. Étienne l'avait à peine remarquée, comme il remarquait à peine tous ceux qui gravitaient autour de lui désormais. 30 ans peut-être, des vêtements simples, un regard fuyant, une employée parmi d'autres. Et pourtant, elle était là, veillant sur sa fille comme lui aurait dû le faire. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Sa voix, plus rauque qu'il ne l'aurait voulu, la réveilla en sursaut. Léa se redressa précipitamment, lâchant la main d'Émilie, réajustant son chemisier froissé avec une expression de panique. « Monsieur Dufresne, je suis désolée, » balbutia-t-elle, les yeux baissés. « J'ai entendu la petite pleurer pendant que je finissais le repassage. Elle avait de la fièvre. J'ai appelé Madame Rousseau, mais c'est son jour de congé. J'ai pensé venir vous prévenir, mais... » Elle s'interrompit, incapable de terminer sa phrase. « Mais vous n'étiez pas là, » compléta mentalement Étienne, sentant une vague de honte l'envahir. Il n'était jamais vraiment là. « Elle a 39,5 de fièvre, » continua Léa, retrouvant son assurance face à l'urgence médicale. « Je lui ai donné de l'eau et du paracétamol il y a 1 heure, mais elle était agitée. Elle s'est calmée quand j'ai tenu sa main. » Étienne s'approcha lentement du lit et posa sa paume sur le front brûlant de sa fille. Comment n'avait-il pas entendu ses pleurs? Comment pouvait-il être si absent alors qu'ils vivaient sous le même toit? « Il faudrait appeler un médecin, » suggéra doucement Léa. « À 2 heures du matin? Le docteur, Moreau fait des visites à domicile, même la nuit. J'ai son numéro. Il a soigné mon frère récemment. » Étienne l'observa avec stupéfaction. Cette femme qu'il connaissait à peine semblait savoir mieux que lui ce qu'il fallait faire pour sa propre fille. « Appelez-le, » ordonna-t-il finalement. Tandis que Léa S. éloignait pour passer l'appel, Étienne resta immobile, contemplant le petit visage d'Émilie. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il lui avait tenu la main pour l'endormir. C'était Madame Rousseau qui s'occupait de tout cela. Madame Rousseau, ou maintenant cette Léa Martin, une étrangère qui montrait plus d'affection pour sa fille que lui-même n'en avait été capable ces dernières années. « Le docteur sera là dans 20 minutes, » annonça Léa en revenant. Elle s'approcha de nouveau du lit, prit un linge humide posé sur la table de chevet et l'appliqua délicatement sur le front d'Émilie. Ses gestes étaient précis,
assuré, empli d'une douceur qui lui était devenue étrangère. « Vous avez des enfants » demanda-t-il soudain. « Non » répondit-elle sans lever les yeux. « Mais j'ai élevé mon petit frère après le décès de nos parents. » Étienne hocha la tête, ne sachant que répondre. Le silence s'installa entre eux, seulement troublé par la respiration sifflante de Émilie et le tambourinement incessant de la pluie sur les vitres. « Elle vous ressemble, » dit doucement Léa. « Elle a vos yeux, les yeux de sa mère, » corrigea-t-il automatiquement. « Pardonnez-moi, je ne voulais pas... »« Non, c'est moi qui... » Il se tut, incapable d'achever sa pensée. Que pouvait-il dire? Qu'il était désolé d'être un père absent? Qu'il ne supportait pas de voir dans les yeux de sa fille le reflet de celle qu'il avait perdue? Le docteur Moreau arriva plus tôt que prévu, un homme d'une 60aine d'années au visage affable malgré l'heure tardive. Il examina Émilie avec attention, tandis qu'Étienne observait, les bras croisés, dans l'embrasure de la porte. Léa, quant à elle, restait proche de la petite, lui murmurant des paroles rassurantes quand le médecin l'auscultait. « Une angine, rien de grave », diagnostiqua le docteur Moreau. « Mais il va falloir la surveiller pendant quelques jours, lui donner ses médicaments à heure fixe. Et beaucoup d'eau. » Il rédigea une ordonnance qu'il tendit à Étienne. « La pharmacie de garde sur les quais ouvrira à 8 heures, » précisa-t-il. « D'ici là, continuez le paracétamol toutes les 4 heures. » Après le départ du médecin, Étienne se retrouva de nouveau seul avec Léa et sa fille endormie. Il se sentait étrangement démuni, lui qui dirigeait des centaines d'employés, qui négociait des contrats de millions d'euros sans ciller. Face à ce petit être fiévreux, il était perdu. « Je peux rester cette nuit, » proposa Léa. « C'est pour la surveiller. Ce n'est pas dans vos attributions. »« Je sais. » Elle leva enfin les yeux vers lui, et Étienne fut frappé par leur intensité. « Mais je veux le faire. » Quelque chose dans son regard, une détermination tranquille, le désarma complètement. « D'accord, » concéda-t-il. « Je vais chercher un fauteuil pour que vous soyez plus confortable. » Quand il revint avec un fauteuil bergère tiré du salon, Léa était assise au bord du lit, chantonnant doucement une berceuse qu'il reconnut immédiatement. C'était la même que Camille chantait à Émilie. « Comment connaissez-vous cette chanson » demanda-t-il, la gorge nouée. « C'est une vieille berceuse bordelaise » répondit Léa avec un sourire timide. « Ah, ma mère me la chantait. » Pour la première fois depuis longtemps, une émotion autre que la douleur traversa Étienne. La curiosité. Qui était cette femme qui semblait avoir le don d'apaiser sa fille? Qui chantait les mêmes chansons que Camille? Qui osait tenir la main que lui-même n'avait pas su prendre? « Je reviendrai avant l'aube pour prendre le relais », annonça-t-il en installant le fauteuil près du lit. Léa acquiesça et s'installa dans le fauteuil. En sortant, Étienne jeta un dernier regard en arrière. La scène avait quelque chose d'irréel. Cet inconnu veillant sur son enfant, dans cette maison trop grande où les fantômes du passé, elles, étouffaient depuis trop longtemps. Pour la première fois en 3 ans, il éprouva autre chose que du regret en regardant la chambre d'Émilie. Une sensation ténue, fragile, à peine perceptible, mais bien réelle. De l'espoir. Le lendemain matin, les rayons du soleil filtraient à travers les rideaux entr'ouverts de la chambre d'Émilie lorsque Étienne s'y présenta, les traits tirés par une nuit blanche. Contrairement à ce qu'il avait promis, il n'était pas revenu avant l'aube. Il était resté dans son bureau, à contempler les photos de Camille, à se demander quelle aurait été sa réaction face à son échec en tant que père. Et peut-être, aussi, à réfléchir à cette femme, Léa, et à la façon dont elle avait naturellement pris soin d'Émilie. Quand il entra dans la chambre, le spectacle qui s'offrit à lui le surprit. Léa N était plus dans le fauteuil, mais assise sur le tapis, au milieu d'un cercle de peluches, avec Émilie qui, bien que toujours pâle, semblait beaucoup plus alerte que la veille. Elle tournait des pages d'un livre d'images qu'il ne reconnaissait pas. « Ah, papa !» s'exclama la petite d'une voix éraillée par l'angine, mais avec un enthousiasme qui le déstabilisa. Il ne se souvenait pas de la dernière fois où sa fille avait manifesté autant de joie à le voir. Elle se leva d'un bond, chancela légèrement. Léa tendit instinctivement la main pour la rattraper, mais la petite avait déjà retrouvé son équilibre.
et courut vers lui avec son livre. « Regarde! Léa m'a apporté un livre avec des princesses qui font de la magie et qui sauvent des dragons. »« Qui sauve des dragons ?» répéta Étienne, perplexe. « Oui, parce que tout le monde pense que les dragons sont méchants. Mais en fait, ils sont juste tristes et seuls, » expliqua Émilie avec le sérieux d'une philosophe de 4 ans. Étienne croisa le regard de Léa, qui était relevée et époussetait discrètement sa jupe. « Le livre est à ma nièce, » expliqua-t-elle. « Je suis passée chez moi ce matin pour le chercher. J'espère que ça ne vous dérange pas. »« Vous êtes resté toute la nuit, » constata-t-il, ignorant son explication. « Elle a eu un pic de fièvre vers 4 heures. J'ai préféré ne pas la laisser. » Un silence embarrassé s'installa, que Émilie rompit en tirant la manche de son père. « Tu peux nous lire la suite de l'histoire, papa ?» Léa fait des voix pour chaque personnage, mais elle dit que tu dois être le roi parce que tu as une voix grave comme lui. Étienne regarda sa fille, puis le livre, puis Léa, qui lui adressa un sourire encourageant. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait lu une histoire à Émilie. C'était toujours Camille qui s'en chargeait. Puis Madame Rousseau. Jamais lui. « Je dois aller travailler », dit-il automatiquement. Le visage d'Émilie s'assombrit immédiatement. Ses petites épaules s'affaissèrent. Ce geste, cette déception instantanée, lui causa une douleur physique. « Mais je suppose que je peux lire quelques pages avant », ajouta-t-il rapidement. Le sourire revint illuminer le visage de sa fille, et Étienne sentit quelque chose se défaire en lui, un nœud quelque part dans sa poitrine, qui se desserrait pour la première fois depuis des années. « Je vais vous laisser, » dit Léa en se dirigeant vers la porte. « Je dois m'occuper du linge. »« Non !» s'exclama Émilie. « Tu dois rester pour faire la voix de la princesse Éléonore. » Léa hésita, regardant Étienne pour obtenir son approbation. Il hocha imperceptiblement la tête. Elle revint alors s'asseoir près d'eux, et pendant la demi-heure qui suivit, Étienne se retrouva à lire l'histoire d'une princesse rebelle qui s'alliait à un dragon mélancolique pour combattre les préjugés d'un royaume. Léa interprétait effectivement la prince Léa hésita, regardant Étienne pour obtenir son approbation. Il hocha imperceptiblement la tête. Elle revint alors s'asseoir près d'eux, et pendant la demi-heure qui suivit, Étienne se retrouva à lire l'histoire d'une princesse rebelle qui s'alliait à un dragon mélancolique pour combattre les préjugés d'un royaume. Léa interprétait effectivement la princesse avec une voix douce et mélodieuse, tandis qu'Étienne, maladroitement d'abord, puis avec une assurance grandissante, donnait vie au roi Bougon. Lorsqu'il referma enfin le livre, Étienne réalisa qu'il n'avait pas regardé une seule fois son téléphone, ni pensé aux 3 réunions qui l'attendaient ce jour-là. Pour la première fois depuis longtemps, il avait été pleinement présent. « Tu reviendras lire la suite ce soir ?» demanda Émilie, les yeux pleins d'espoir. Étienne hésita. Il avait un dîner d'affaires prévu avec des importateurs japonais. « Ta fille a besoin de repos », intervint doucement Léa. « La fièvre pourrait revenir. Peut-être que ton papa pourrait lire juste avant que tu t'endormes ?» Étienne lui adressa un regard reconnaissant pour cette suggestion diplomatique. « Je reviendrai avant ton coucher, » promit-il. « Maintenant, il faut que tu te reposes pour guérir vite. » Après avoir bordé Émilie, il suivit Léa hors de la chambre. Dans le couloir, il se sentit soudain embarrassé, ne sachant comment la remercier pour son intervention nocturne. « Madame Rousseau sera de retour cet après-midi, » dit-il finalement. « Elle prendra le relais. Vous devriez rentrer vous reposer maintenant. »« Bien sûr, » acquiesça Léa. « Je reviendrai demain pour mes tâches habituelles. » Elle s'apprêtait à partir quand il l'interpella. « Mademoiselle Martin, merci pour cette nuit et pour le livre. » Un sourire éclaira son visage fatigué. « De rien, monsieur Dufresne. » Elle éloigna, et Étienne resta un moment immobile dans le couloir, troublé par cette présence qui avait, en l'espace d'une nuit, modifié imperceptiblement l'atmosphère pesante de la maison. Pour la première fois depuis la mort de Camille, quelqu'un avait su faire sourire à la fois sa fille et lui-même. Les jours suivants virent s'installer une routine étrange. Émilie, convalescente, passait ses journées dans le petit salon adjacent à la bibliothèque où Léa avait installé un coin lecture avec coussin et couverture douillette. Bien que Madame Rousseau fût revenue, était toujours vers Léa que l'enfant se tournait,
réclamant sa présence pour lire des histoires ou simplement bavarder. Étienne, de son côté, se surprenait à modifier ses habitudes. Au lieu de s'enfermer dans son bureau jusqu'à tard le soir, il commençait à rentrer plus tôt des vignobles. Il passait par hasard devant le salon où Émilie et Léa dessinaient ou lisaient. Parfois, il s'arrêtait quelques minutes, écoutant sa fille raconter sa journée avec une animation qu'il ne lui connaissait pas. Un soir, alors qu'il rentrait d'une journée particulièrement éprouvante, un problème de parasite menaçait une partie du vignoble, il entendit un son qu'il n'avait plus entendu depuis des années, le piano du grand salon. Les notes hésitantes mais reconnaissables de « Au clair de la lune » résonnaient dans la demeure habituellement silencieuse. Il suivit la mélodie et découvrit Léa assise au piano, Émilie sur ses genoux. Ses mains guidaient celles, minuscules, de l'enfant sur les touches ivoire. Elle lui tournait le dos et ne l'avait pas entendu entrer. « Tu vois, c'est facile » disait Léa. « 3 notes, comme les 3 petits cochons. » Émilie riait. Ce rire cristallin d'enfant qui avait autrefois empli la maison et que les murs semblaient avoir oublié. Étienne sentit sa gorge se nouer. Ce piano était celui de Camille. Personne n'y avait touché depuis sa mort. Il avait même songé à le faire enlever, mais n'avait jamais trouvé le courage de s'en séparer. « Encore une fois » proposa Léa. Émilie acquiesça avec enthousiasme, et elles recommencèrent le morceau simple, leurs 4 mains dansant sur les touches. C'est alors que Émilie tourna la tête et aperçut son père. « Papa, viens voir, je sais jouer du piano comme maman. » Étienne se figea. Comment savait-elle? Il n'avait jamais parlé à Émilie des talents de pianiste de sa mère. Il n'avait jamais parlé de Camille. Point. Léa se retourna, soudain mal à l'aise. « Monsieur Dufresne, Madame Rousseau m'a dit que ce serait d'accord. Pour le piano. Qui lui a parlé de sa mère ?» demanda-t-il, plus sèchement qu'il ne l'aurait voulu. Un silence pesant s'installa. Léa fit descendre doucement Émilie de ses genoux. « Ma chérie, tu veux bien aller demander à Madame Rousseau si le goûter est prêt ?» suggéra-t-elle à la petite. Émilie, sentant la tension, obéit sans protester et quitta la pièce en jetant des regards inquiets derrière elle. Une fois seule avec Étienne, Léa se leva du tabouret du piano et croisa les bras comme pour se protéger. C'est Émilie qui a commencé à poser des questions, expliqua-t-elle calmement. Elle a vu une photo dans votre bureau quand elle cherchait un crayon. Elle voulait savoir si sa maman aimait aussi les histoires de princesses. Et vous lui avez parlé du piano? La voix d'Étienne était froide, maîtrisée, mais ses poings étaient serrés. Non, c'est elle qui m'a dit qu'elle savait que sa maman jouait du piano parce que Madame Rousseau le lui avait dit. Elle m'a demandé de lui apprendre pour faire comme elle. Étienne ferma les yeux un instant, assailli par les images de Camille au piano, jouant Chopin, Debussy, les compositeurs qu'elle aimait tant. « Ce n'est pas à vous de lui parler de sa mère, » dit-il finalement. « Ce n'est pas votre rôle. » Léa le regarda droit dans les yeux, et pour la première fois depuis qu'il la connaissait, il y vit non pas de la déférence, mais une détermination tranquille. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Dufresne, si ce n'est pas mon rôle, ni celui de Madame Rousseau, alors c'est le vôtre, et vous ne le remplissez pas. » La franchise de ces mots le frappa comme une gifle. Il ouvrit la bouche pour répliquer, pour la remettre à sa place, cet employé qui osait lui dire comment élever sa fille. Mais aucun son ne sortit, parce qu'au fond, il savait qu'elle avait raison. « Émilie a besoin de connaître sa mère, » poursuivit Léa, plus doucement. « Pas seulement le fantôme qui vous hante, mais la femme qu'elle était, la femme qui jouait du piano, qui aimait les histoires de princesses, qui a mis au monde cette merveilleuse petite fille. Elle a besoin de savoir que sa mère l'aimait. Comment pourrait-elle en douter ?» murmura Étienne. « Parce qu'elle croit que si sa mère est partie, c'est peut-être parce qu'elle n'a été pas assez bien. Les enfants pensent comme ça. Ils croient que tout est de leur faute. » Ces mots le transpercèrent. Était-ce ce que pensait Émilie? Que sa mère l'avait abandonnée parce qu'elle ne l'aimait pas assez? Cette idée lui était insupportable. « Je ne sais pas comment faire, » avoua-t-il finalement, sa voix à peine audible. « Je ne sais pas comment lui parler de Camille sans tout ce qui va avec. » Léa s'approcha de lui, s'arrêtant à quelques pas seulement. « Commencez par les choses simples.
les chansons qu'elle aimait, les histoires qu'elle lisait, son parfum, son plat préféré, un souvenir à la fois. Étienne la regarda, stupéfait par cette sagesse simple venant d'une femme si jeune. « Comment savez-vous tout cela ?» Un voile de tristesse passa sur le visage de Léa. « J'avais 8 ans quand ma mère est morte. Mon père n'a jamais voulu en parler. J'ai dû la reconstruire moi-même à partir de bribes et de photos. J'aurais aimé qu'il me raconte qui elle était. » Ce moment de vulnérabilité partagée créa entre eux un lien ténu mais réel. Étienne comprit soudain que cette femme qui se tenait devant lui, cet employé qu'il connaissait à peine, portait en elle des blessures similaires aux siennes, et peut-être, aussi, des réponses qu'il cherchait depuis trop longtemps. « Je suis désolé pour votre mère, » dit-il maladroitement. « Et je suis désolé pour votre femme, » répondit-elle simplement. Ils restèrent ainsi, dans un silence qui n'était plus embarrassé, mais empreint d'une compréhension mutuelle. Ce fut Étienne qui le rompit le premier. « Pourriez-vous continuer à lui apprendre le piano? Je pense que Camille aurait aimé ça. » Le sourire de Léa illumina son visage d'une manière qui fit battre le cœur d'Étienne un peu plus vite. « Bien sûr, avec plaisir. » Ce soir-là, pour la première fois, Étienne dîna avec Émilie dans la grande salle à manger. Et pour la première fois, il lui parla de Camille, de comment elle chantait faux mais avec enthousiasme, de sa passion pour les cerises qu'elle dévorait par kilos entiers chaque été, de la façon dont elle plissait le nez quand elle riait vraiment fort. Émilie buvait ses paroles, ses yeux, les yeux de Camille, brillants d'émerveillement. Et quelque part dans la maison, invisible mais présente, Léa continuait de déplacer les meubles invisibles qui les séparaient depuis trop longtemps. L'automne céda sa place à l'hiver. Les vignes dénudées dessinaient des lignes austères dans le paysage bordelais, tandis que les premières gelées recouvraient les allées du domaine Dufresne. À l'intérieur de la grande demeure, pourtant, une chaleur nouvelle semblait avoir pris possession des lieux. Étienne observait ce changement avec un mélange de gratitude et d'appréhension. Les rires d'Émilie résonnaient désormais régulièrement dans les couloirs. Les portes, autrefois toujours fermées, restaient entr'ouvertes, et Léa, initialement engagée pour quelques heures quotidiennes de ménage, était devenue une présence constante, sa journée de travail s'allongeant progressivement pour inclure des leçons de piano pour Émilie, des séances de lecture, et même parfois la préparation de pâtisseries que Madame Rousseau, au fourneau depuis 30 ans, regardait d'un œil sceptique mais curieux. Ce matin-là, Étienne se tenait dans l'encadrement de la porte de la cuisine, observant sans être vu la scène qui s'y déroulait. Émilie, juchée sur un tabouret, mélangeait énergiquement une pâte dans un saladier, tandis que Léa, un foulard noué sur ses cheveux bruns, guidait ses mouvements. De la farine maculait leurs joues, et elles riaient toutes deux d'une blague qu'ils n'avaient pas entendue. « C'est comme ça que ta maman faisait les madeleines » expliquait Léa. « Et à Madame Rousseau dit qu'elle battait la pâte exactement comme ça, en comptant jusqu'à 100. Tu as connu ma maman » demanda Émilie, les yeux écarquillés. « Non, ma chérie. Mais Madame Rousseau, oui. Et elle m'a raconté. » Étienne sentit une bouffée de reconnaissance envers Léa. Elle faisait toujours cela, introduire Camille dans les conversations avec Émilie de la façon la plus naturelle possible, comme si elle avait toujours fait partie de leur vie quotidienne, au lieu d'être ce sujet tabou qu'il avait créé par son silence. « Papa !» s'exclama soudain Émilie en l'apercevant. « On fait des madeleines comme maman ?» Il s'avança dans la cuisine, s'efforçant de sourire malgré l'émotion qui lui nouait la gorge. « Je vois ça. Vous avez mis de la farine partout. » Léa rougit et s'empressa d'essuyer le plan de travail. « Je nettoierai tout, ne vous inquiétez pas. »« Ce n'est pas un reproche, » répondit-il doucement. « C'est agréable de voir cette cuisine vivante. » Leurs regards se croisèrent, et quelque chose passa entre eux, une complicité nouvelle qui faisait battre son cœur plus vite. Depuis quelque temps, il se surprenait à rechercher ces moments, ces regards échangés au-dessus de la tête de Émilie, ces conversations à mi-voix tard le soir, quand la petite était couchée et que Léa s'attardait pour ranger un livre ou plier un linge. « Tu veux goûter la pâte, papa ?» proposa Émilie, lui tendant une cuillère pleine. Il hésita un instant. Camille faisait toujours cela, lui faire goûter ses préparations, puis se pencha et prit la cuillère. « Délicieux,
déclara-t-il après avoir goûté. Ta mère serait fière. Le visage Émilie s'illumina de ce sourire qui lui rappelait tant Camille. Mais pour la première fois, cette ressemblance ne lui causa pas la douleur habituelle. Elle lui apporta plutôt une douce nostalgie, presque apaisante. « Monsieur, » intervint Madame Rousseau en entrant dans la cuisine, « Monsieur Delacroix est arrivé pour votre rendez-vous. » Étienne consulta sa montre, surpris d'avoir oublié cette réunion avec son directeur financier. « J'arrive tout de suite, » répondit-il avant de se tourner vers Émilie. « Continue ton chef de œuvre, je viendrai goûter le résultat final. » En sortant de la cuisine, il croisa de nouveau le regard de Léa et fut troublé par ce qu'il y vit. Une admiration discrète, mais bien réelle. Comme si ses progrès, aussi minimes fussent-ils, ne passaient pas inaperçus. Décembre arriva, apportant avec lui les préparatifs des fêtes. Étienne n'avait plus vraiment célébré Noël depuis la mort de Camille. L'année précédente, il avait même passé les fêtes à l'étranger, laissant Émilie avec Madame Rousseau et un amoncellement de cadeaux qu'il avait commandés sans y prêter attention. Cette année, pourtant, quelque chose était différent. Émilie parlait de Noël depuis des semaines, excitée par les histoires que Léa lui racontait, impatiente de décorer le grand sapin que Madame Rousseau avait timidement suggéré d'installer dans le hall d'entrée. Un après-midi, en rentrant des vignobles plus tôt que prévu, Étienne trouva la maison inhabituelle. Une odeur d'épices et de biscuits flottait dans l'air et une musique légère échappait du salon. Intrigué, il suivit ces sons et ces parfums jusqu'à leur source. Le grand salon avait été transformé. Des guirlandes dorées pendaient au cadre des tableaux, des photophores aux senteurs d'orange et de cannelle étaient disposés sur les tables basses, et au centre de la pièce, Émilie et Léa dansaient, tournoyant au son d'un vieux vinyle de chants de Noël. Étienne resta dans l'embrasure de la porte, incapable de faire connaître sa présence. Émilie riait aux éclats, ses cheveux blonds voltigeant autour de son visage, tandis que Léa la faisait tournoyer. La jeune femme avait abandonné son uniforme habituel pour une simple robe bordeaux qui mettait en valeur sa silhouette élancée. Ses cheveux, habituellement attachés en chignon strict, tombaient librement sur ses épaules. Était comme regarder à travers une fenêtre vers une vie qu'il aurait pu avoir, qu'il avait peut-être encore le droit d'espérer. La musique s'arrêta et Émilie aperçut son père. « Papa, on prépare Noël. » Léa dit que maman adorait danser à Noël. Étienne s'avança dans la pièce, le cœur battant. Léa s'empourpra et commença à s'excuser. « Je suis désolée, monsieur Dufresne. Émilie insistait tellement pour commencer les décorations. »« Ne vous excusez pas, » l'interrompit-il doucement. « C'est beau. » Un silence gêné s'installa, que la petite rompit en tirant son père par la main. « Danse avec nous, papa. Léa dit que tu dansais super bien avant. » Étienne leva un sourcil interrogateur vers Léa, qui rougit davantage. « Madame Rousseau a mentionné que vous et Madame Dufresne aviez remporté un concours de danse à votre mariage, » expliqua-t-elle, embarrassée. « C'est vrai ?» confirma-t-il, surpris que ce détail ait ressurgi après tant d'années. Camille adorait danser. Elle m'a forcé à prendre des cours pendant 6 mois avant notre mariage. « Tu me montres ?» demanda Émilie avec enthousiasme. Étienne hésita. Danser lui semblait appartenir à une autre vie, à un autre homme. « Je ne me souviens plus très bien, » commença-t-il. « C'est comme le vélo, » intervint doucement Léa. « Ça ne s'oublie pas. » Leurs regards se croisèrent. Et il y eut quelque chose dans celui de Léa, un mélange de défi et d'encouragement, qui le décida. « D'accord, » concéda-t-il. « Une danse. » Émilie applaudit et courut changer le disque. Les premières notes d'une valse S élevèrent dans le salon. Étienne s'approcha de Léa, hésitant. « Me feriez-vous l'honneur » demanda-t-il formellement, tendant sa main. Léa hésita, jetant un coup d'œil à Émilie qui les observait avec des yeux brillants d'excitation. « Pour lui montrer » précisa Étienne. « Pour Émilie. »« Pour Émilie » répéta Léa en plaçant sa main dans la sienne. Il posa son autre main sur la taille de la jeune femme, sentant à travers le tissu de sa robe la chaleur de sa peau. Léa posa délicatement sa main sur son épaule, maintenant entre eux une distance respectueuse. Et puis ils commencèrent à danser. Les premiers pas furent maladroits, hésitants. Mais rapidement, comme s'ils avaient déjà dansé ensemble des centaines de fois, ils trouvèrent leur rythme.
Étienne se souvenait, en effet. Son corps se rappelait comment guider une partenaire à travers l'espace, comment anticiper ses mouvements, comment respirer en synchronisation avec elle. Léa le suivait parfaitement, comme si elle lisait dans ses pensées, adaptant ses pas aux siens, fluide et gracieuse. Au bout d'un moment, la distance entre eux se réduisit imperceptiblement. Il pouvait sentir le parfum discret qu'elle portait, quelque chose de frais et épicé à la fois, si différent des fragrances élaborées que préférait Camille. La musique s'accéléra légèrement et ils tournoyèrent dans le salon. Étienne oublia tout. Les années de deuil, la culpabilité, les regrets. Il était simplement un homme dansant avec une femme, guidé par la musique et le plaisir simple de ce moment partagé. Quand la valse s'acheva, ils restèrent immobiles un instant, essoufflés, leurs regards verrouillés. Quelque chose avait changé dans les yeux de Léa, une lueur qu'il n'avait pas remarquée auparavant, ou peut-être qu'il n'avait pas voulu voir. Les applaudissements enthousiastes des Émilie les ramenèrent à la réalité. Ils se séparèrent précipitamment, comme pris en faute. « C'était trop beau !» s'exclama la petite fille. « Comme dans les films avec les princesses. » Étienne sourit, gêné, évitant soigneusement le regard de Léa. « Merci pour la démonstration, » dit-il formellement. « Je ferais mieux d'aller travailler maintenant. J'ai des dossiers à terminer. » Il quitta la pièce, presque en courant, le cœur battant à tout rompre, non pas d'épuisement, mais d'une émotion qu'il croyait ne plus jamais ressentir. Une émotion qui l'effrayait et l'attirait en même temps. Dans son bureau, il resta longtemps immobile, contemplant par la fenêtre les vignes nues qui s'étendaient à perte de vue. Que était-il en train de faire? De ressentir? Trahissait-il Camille en permettant à cette chaleur nouvelle de s'infiltrer dans son cœur? Il fut interrompu dans ses réflexions par un coup discret à la porte. Léa entra, portant un plateau avec une tasse de café fumant. « Excusez-moi de vous déranger, » dit-elle, la voix légèrement tremblante. « Madame Rousseau m'a demandé de vous apporter ceci. » Elle déposa le plateau sur le bureau et s'apprêtait à ressortir quand Étienne l'arrêta. « Léa !» Elle se retourna, et il fut frappé par la vulnérabilité qu'il lisait sur son visage, comme si elle aussi était troublée par ce qui venait de se passer. « Je voulais vous remercier, » continua-t-il, « pour tout ce que vous faites pour Émilie et pour moi. »« Je ne fais que mon travail, » répondit-elle, baissant les yeux. « Non, ce que vous faites va bien au-delà. Vous avez ramené la vie dans cette maison. » Elle releva la tête, surprise par cette confession inattendue. « J'aime être ici, » admit-elle. Avec Émilie et avec vous. Ces mots simples, prononcés avec sincérité, créèrent entre eux un pont invisible. Ils restèrent silencieux un moment, conscients que quelque chose d'important était en train de changer. « Je devrais y aller, » dit finalement Léa. « Émilie veut finir les décorations avant le dîner. »« Bien sûr, » acquiesça Étienne. « Je vous rejoindrai plus tard, pour aider. » Le sourire qu'elle lui adressa avant de sortir était si lumineux qu'il réchauffa la pièce entière. Étienne resta longtemps à contempler la porte fermée, se demandant comment cette jeune femme venue de nulle part avait réussi, en quelques mois à peine, à fissurer les murs qu'il avait mis 3 ans à construire autour de son cœur. Le réveillon de Noël arriva, apportant avec lui une agitation que la demeure Dufresne n'avait pas connue depuis longtemps. Madame Rousseau, revigorée par cette atmosphère festive retrouvée, s'affairait en cuisine depuis l'aube, préparant un festin digne des plus grandes années. Émilie avait passé la matinée dans sa chambre, confectionnant mystérieusement des cadeaux pour tout le monde, avait-elle annoncé solennellement au petit déjeuner. Quant à Étienne, il s'était rendu en ville pour une mission qu'il avait gardée secrète même auprès de sa gouvernante. Maintenant, de retour dans son bureau, il contemplait les paquets soigneusement emballés qu'il avait rapportés. L'un était pour Émilie, bien sûr, une édition collector illustrée de contes de fées qu'il avait commandé spécialement d'Angleterre. L'autre était plus délicat, plus personnel. Il se demandait encore s'il aurait le courage de l'offrir à sa destinataire. « Monsieur ?» La voix de Madame Rousseau le tira de ses réflexions. « Je vous apporte le courrier, et je voulais vous rappeler que vous aviez proposé d'emmener Émilie choisir un sapin ce matin. »« J'y vais tout de suite, » répondit-il, glissant discrètement les paquets dans un tiroir.
En traversant le hall d'entrée, il fut frappé par le changement qui était opéré en lui ces dernières semaines. Autrefois, Noël était une torture, chaque décoration lui rappelant cruellement l'absence de Camille. Cette année, pourtant, il ressentait un mélange d'anticipation et de mélancolie douce, comme si, enfin, il pouvait célébrer les souvenirs au lieu de les fuir. Dans le petit salon, il trouva Émilie et Léa penchées sur un livre, absorbées par une histoire. La scène était si paisible, si naturelle, qu'il hésita à la troubler. « Papa !» s'exclama Émilie en l'apercevant. « Et on allait lire l'histoire de Noël, celle que maman te lisait quand tu étais petit. » Étienne fronça les sourcils, intrigué. Comment Émilie pouvait-elle savoir cela? Il ne lui avait jamais parlé de ses Noëls d'enfance, quand sa propre mère lui lisait Un chant de Noël de Dickens. « C'est Madame Rousseau qui m'a raconté, » continua la petite, comme si elle lisait dans ses pensées. « Elle a dit que grand-mère te lisait cette histoire, et après tu l'as lue à maman, et maintenant c'est ton tour de me la lire. » Étienne regarda Léa, qui lui adressa un sourire encourageant. « Nous pensions que ce serait une belle tradition à perpétuer, » expliqua-t-elle doucement. « Mais d'abord, on va chercher le sapin, » intervint Émilie, trépignant d'impatience. « Tu avais promis, papa. » « En effet, » confirma Étienne. « Va mettre ton manteau et tes bottes. Il a neigé cette nuit. » Tandis qu'Émilie courait se préparer, il se tourna vers Léa. « Voulez-vous vous joindre à nous ?» La question lui échappa avant même qu'il n'ait eu le temps d'y réfléchir. Léa parut surprise, puis gênée. « Je ne voudrais pas m'imposer. C'est un moment père-fille. »« Vous ne vous imposez pas. Je vous invite, » insista-t-il. « Et puis, Émilie sera ravie. Dans ce cas, j'accepte avec plaisir, » répondit-elle, ses yeux brillant d'une joie qu'elle ne cherchait pas à dissimuler. Le domaine Dufresne comprenait une partie boisée où poussaient naturellement quelques sapins. Était là qu'ils se dirigèrent. Émilie gambadant devant eux, s'enfonçant joyeusement dans la neige fraîche qui craquait sous ses bottes. Étienne et Léa marchaient côte à côte, leurs pas s'accordant naturellement. Un silence confortable s'était installé entre eux, ponctué seulement par les exclamations enthousiastes de Émilie, découvrant. Les semaines qui suivirent, Noël virent s'installer entre Étienne et Léa une valse délicate, faite d'avancées timides et de reculs prudents. Ils se tournaient autour, cherchant et fuyant à la fois cette attraction évidente qui grandissait entre eux. Léa continuait à venir quotidiennement, officiellement pour s'occuper de Émilie et effectuer quelques tâches ménagères. Mais son rôle dans la maison avait évolué. Tout le monde, Madame Rousseau, les jardiniers, et même le personnel des vignobles qui passait occasionnellement, percevait ce changement subtil dans son statut. Elle n'était plus vraiment une employée, mais pas encore tout à fait autre chose. Étienne, quant à lui, luttait contre ses sentiments contradictoires. D'un côté, la culpabilité de ressentir cette attirance pour une autre femme que Camille. De l'autre, ce désir grandissant de saisir cette seconde chance qui s'offrait à lui. Un soir de fin janvier, alors qu'une tempête hivernale balayait la région bordelaise, Étienne rentra plus tôt que prévu des vignobles. Des problèmes électriques avaient contraint le personnel à évacuer les chais et il avait décidé de finir son travail à la maison. Il trouva Léa dans la bibliothèque, assise dans le grand fauteuil de cuir près de la fenêtre, un livre ouvert sur les genoux, le bracelet qu'il lui avait offert brillant à son poignet. Elle leva les yeux à son entrée et parut surprise. « Vous rentrez tôt, » constata-t-elle. « Une panne d'électricité, » expliqua-t-il en retirant son manteau encore humide de neige. « Où est Émilie ?»« Avec Madame Rousseau. Elle prépare des crêpes pour la Chandeleur. » Étienne s'approcha, intrigué par le livre qu'elle lisait. « Baudelaire ?» s'étonna-t-il en reconnaissant la couverture. « Je ne vous imaginais pas amateur de poésie symboliste. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas encore sur moi, » répondit-elle avec un sourire enigmatique. Il prit place dans le fauteuil face au sien, conscient de l'intimité soudaine de la situation. Était rare qu'il se retrouve de seul ainsi, sans Émilie ou Madame Rousseau à proximité. « Alors, racontez-moi, » l'encouragea-t-il. « Qui est vraiment Léa Martin,
au-delà de la femme qui a sauvé ma fille d'une angine et moi-même de mon chagrin. Elle ferma doucement son livre, semblant réfléchir à la question. « Je suis née à Libourne, à une trentaine de kilomètres d'ici, » commença-t-elle. « Mon père était maître de chais dans un petit domaine. Ma mère enseignait le piano aux enfants du village. Une vie simple, mais heureuse. » Elle fit une pause, son regard se perdant un instant par la fenêtre, où la neige tourbillonnait. « Quand j'avais 8 ans, ils ont eu un accident de voiture en revenant d'un concert à Bordeaux. Mon frère Thomas n'avait que 3 ans. Nous avons été recueillis par ma tante, la sœur de mon père. Une femme difficile. Elle a fait ce qu'elle a pu, je suppose, mais l'amour-haine était pas son fort. » Étienne écoutait, captivé par cette histoire qu'elle n'avait jamais partagée auparavant. « J'ai commencé à travailler tôt, dès 16 ans, pour aider à subvenir à nos besoins. J'ai été serveuse, garde d'enfants, vendeuse. J'ai suivi des cours du soir pour obtenir mon baccalauréat. Je rêvais d'aller à l'université, d'étudier la littérature. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ?» demanda doucement Étienne. « Mon frère avait besoin de moi. Thomas est spécial. Il a des difficultés d'apprentissage, et ma tante n'avait ni la patience ni la compréhension nécessaires. J'ai préféré travailler pour pouvoir nous offrir notre propre appartement. » Elle sourit, mais Étienne y vit une pointe de mélancolie. « Ne me regardez pas ainsi, » ajouta-t-elle. « Je ne regrette rien. Thomas est la personne la plus douce et la plus sincère que je connaisse. Il travaille maintenant dans une boulangerie qui emploie des personnes handicapées. Il est heureux et c'est tout ce qui compte. Et vous ?» demanda Étienne. « Êtes-vous heureuse ?» La question, simple et directe, sembla la surprendre. Elle baissa les yeux sur le livre qu'elle tenait toujours. « Je le suis, ces derniers temps, » répondit-elle avec une sincérité désarmante. « Ici !» Le silence qui suivit n'avait rien de gênant. Il était chargé de non-dits, de possibilités, de ce futur incertain qui se dessinait devant eux. « Léa, » commença Étienne, « je dois vous dire quelque chose. » Elle leva les yeux vers lui, attentive, et peut-être un peu anxieuse. « Ces derniers mois ont été une renaissance. Pour Émilie, pour cette maison, et pour moi. Et c'est grâce à vous. Vous auriez trouvé votre chemin sans moi, » répondit-elle doucement. « Je n'en suis pas sûre. J'y étais perdue, Léa, complètement perdue. Et puis vous êtes arrivée, avec votre gentillesse, votre force tranquille. Vous n'avez pas essayé de remplacer Camille. Vous m'avez aidé à honorer sa mémoire tout en me permettant d'avancer. » Étienne marqua une pause, rassemblant son courage pour les mots qui allaient y suivre. « Je ressens des choses pour vous, Léa, des choses que je croyais ne plus jamais ressentir pour personne. Et cela m'effraie autant que cela me rend heureux. » Léa le regardait fixement, ses yeux brillants d'une émotion contenue. « Je ressens la même chose, » avoua-t-elle d'une voix à peine audible. « Mais j'ai peur aussi, peur de l'espérer trop, peur de prendre la place de quelqu'un d'autre, peur que vous ne soyez pas vraiment prêt. Je ne sais pas si je suis prêt, admit-il honnêtement, mais je sais que je ne veux pas perdre cette chance. Je ne veux pas vous perdre. » Il se leva et s'approcha d'elle, s'agenouillant près de son fauteuil pour être à sa hauteur. Délicatement, il prit ses mains dans les siennes. « Je ne vous demande pas de remplacer Camille. Personne ne le pourrait, et ce n'est pas ce que je veux. Mais peut-être pourrions-nous construire quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, mais tout aussi précieux. » Les yeux de Léa se remplirent de larmes, mais son visage s'illumina d'un sourire. « Et j'aimerais essayer, » murmura-t-elle. Étienne se pencha vers elle, lentement, lui laissant tout le temps de se détourner si elle le souhaitait. Mais elle ne le fit pas. Au contraire, elle inclina légèrement son visage vers le sien, et leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux, hésitant, presque timide. Un premier baiser qui portait en lui la promesse de tous ceux à venir. Le temps sembla s'arrêter dans cette bibliothèque où, dehors, la tempête faisait rage. 2 êtres blessés par la vie trouvaient enfin le courage de s'ouvrir à nouveau, de risquer leur cœur encore fragile pour cette chance de bonheur. Lorsqu'ils se séparèrent, Léa posa sa main sur la joue d'Étienne. « Ce ne sera pas facile, » dit-elle. « Il y aura des moments difficiles, des doutes. »« Je sais, » répondit-il. « Mais nous les affronterons ensemble, avec Émilie. » À la mention de sa fille,
Une lueur d'inquiétude traversa son regard. « Tu penses qu'à dès qu'elle acceptera? »« Nous? Elle t'adore déjà, » le rassura Léa. « Mais nous devrons y aller doucement, lui laisser le temps de comprendre. Elle est encore petite. »« Tu as raison, » acquiesça-t-il, comme toujours. Au même moment, un cri joyeux retentit depuis la porte de la bibliothèque. « Papa! Léa! Venez vite! Les crêpes sont prêtes !» Émilie se tenait là, son petit tablier couvert de farine, ses joues roses d'excitation. Elle ne semblait pas avoir remarqué leur proximité, ou du moins n'y accordait pas d'importance. « On arrive, ma puce !» répondit Étienne en se relevant. Émilie repartit en courant vers la cuisine, les laissant seuls une dernière fois. « Prête ?» demanda-t-il en tendant sa main à Léa. « Prête !» confirma-t-elle en glissant sa main dans la sienne. Ensemble, ils quittèrent la bibliothèque et se dirigèrent vers la cuisine, où les attendaient des crêpes dorées et une petite fille impatiente. Main dans la main, ils franchissaient le premier pas d'un nouveau chapitre de leur vie. Un chapitre où le passé ne serait pas oublié, mais où ils pourraient enfin coexister paisiblement avec le présent et l'avenir. Le printemps revint sur Bordeaux, parant les vignes de jeunes pousses vertes et réveillant les jardins endormis du domaine Dufresne. Avec lui vint aussi une transformation subtile, mais profonde, dans la vie de ses habitants. Léa avait officiellement cessé d'être employée de maison, mais sa présence était plus constante que jamais. Elle partageait désormais sa vie entre son petit appartement en ville, où vivait toujours son frère Thomas, et la grande demeure où Étienne et Émilie l'accueillaient avec un bonheur grandissant. Ce matin-là, Étienne se tenait sur la terrasse, contemplant les vignes qui s'étendaient à perte de vue, baignées dans la lumière dorée de l'aube. Ces mêmes vignes qui, 3 ans plus tôt, lui avaient reparu si insignifiantes face à la perte de Camille. Des pas légers derrière lui annoncèrent l'arrivée de Léa. Elle vint se placer à ses côtés, enveloppée dans un châle léger pour se protéger de la fraîcheur matinale. « Tu es levé tôt ?» remarqua-t-elle en se blottissant contre lui. « Je réfléchissais, » répondit-il en passant un bras autour de ses épaules. « À quoi? À nous, à la vie, à cette capacité incroyable du cœur humain à guérir, à s'ouvrir à nouveau, même quand on pense que c'est impossible. » Léa sourit, comprenant parfaitement ce qu'il ressentait. Ces derniers mois avaient été un voyage pour eux deux, un apprentissage constant. Il y avait eu des moments difficiles, bien sûr, des jours où le souvenir de Camille semblait trop présent, où Étienne se repliait sur lui-même, tourmenté par une culpabilité irrationnelle. Des moments où Léa doutait de sa place dans cette famille déjà formée avant elle. Mais il y avait eu aussi des moments de pure joie. Comme le jour où Émilie, en rentrant de l'école, avait dessiné leur portrait à tous les trois, les identifiant clairement comme « ma famille ». Ou cette soirée mémorable où Thomas était venu dîner pour la première fois au domaine, apportant avec lui des pains et viennoiseries qu'il avait préparés spécialement, et où Étienne avait passé des heures à écouter avec patience et intérêt ses explications détaillées sur l'art de la boulangerie. « Émilie dort encore ?» demanda Étienne. « Comme une pierre. Elle était épuisée après notre séance de jardinage d'hier. » Ils avaient commencé à planter un petit potager, une activité qui ravissait Émilie. La petite fille s'épanouissait de jour en jour, sa personnalité se développant dans cette atmosphère familiale retrouvée. « J'ai quelque chose à te demander, » dit soudain Étienne, se tournant pour lui faire face. Léa leva les yeux vers lui, intriguée par son ton sérieux. « Je sais que nous n'en avons jamais vraiment parlé, que nous avons préféré laisser les choses évoluer naturellement. Mais ces derniers mois m'ont convaincu d'une chose. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. » Le cœur de Léa se mit à battre plus fort, tandis qu'Étienne sortait de sa poche un petit écrin de velours. « Je ne te demande pas de remplacer qui que ce soit. Je te demande simplement d'être toi, d'être avec nous, de créer ensemble notre propre histoire. » Il ouvrit l'écrin, révélant une bague délicate ornée d'une unique pierre d'ambre. « Léa Martin, veux-tu épouser ?» Les yeux brillants de larmes, Léa contempla la bague, puis le visage de l'homme qu'elle aimait. Un homme qui avait traversé la douleur et en était sorti plus fort, plus sage. Un homme qui lui offrait non pas un conte de fées, mais une réalité bien plus précieuse, une seconde chance,
Oui, répondit-elle, sa voix tremblante de émotion. Oui, je le veux. Étienne glissa la bague à son doigt, puis l'attira contre lui pour un baiser qui scellait cette promesse. Lorsqu'ils se séparèrent, un mouvement à la porte-fenêtre attira leur attention. Émilie se tenait là, en pyjama, ses cheveux blonds ébouriffés par le sommeil, un immense sourire illuminant son visage. « Tu as dit oui ?» demanda-t-elle, piétinant d'excitation. « Tu étais au courant ?» étonna Léa. « Bien sûr. Papa m'a demandé mon avis pour la bague. J'ai dit que tu aimerais l'ambre parce que c'est comme tes yeux quand il y a du soleil. » Émilie courut vers eux et se jeta dans leurs bras. Ils l'accueillirent, dans leur étreinte, formant ce cercle parfait d'une famille réunie par l'amour, par-delà les épreuves et les pertes. Au loin, les vignes étendaient, promesse de récoltes futures, de vintages à venir, de vie qui continue et se renouvelle sans cesse. Dans cette mansarde aux abords de Bordeaux, là où le silence avait régné trop longtemps, résonnaient désormais des rires, des paroles tendres, des projets d'avenir. Parce que c'est ainsi que l'amour opère. Il trouve son chemin à travers les fissures de nos cœurs brisés et transforme nos plus grandes douleurs en capacité d'aimer encore plus profondément. Parfois, il suffit d'un geste simple, comme celui d'une femme tenant la main d'une enfant fiévreuse au milieu de la nuit, pour que tout recommence. Pour qu'un homme découvre qu'il n'est jamais trop tard pour réapprendre à vivre. Pour qu'une famille brisée se reconstruise, différente, mais tout aussi solide, tout aussi vraie. « Je vous aime », murmura Étienne, enlaçant les deux femmes de sa vie, plus que tout au monde. Et dans ce moment parfait, sous le soleil printanier qui illuminait la terrasse, il sentit une paix profonde l'envahir. Camille serait toujours une partie de lui, un chapitre précieux de son histoire. Mais aujourd'hui commençait un nouveau chapitre, tout aussi beau, tout aussi important. La vie continuait, et elle était merveilleuse.